de football qui commence à Chiz. Pour l'occasion, notre Rouge et Or affronte les Stingers de Concordia en demi-finale du RSEQ en direct du stade TELUS du PEPS dès 13h. Ne manquez pas l'avant-match, 12h30. Les séries éliminatoires de football du Rouge et Or, c'est à Chiz 94.3 que ça se passe. Ben, c'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Ben, écoutez, pour moi, c'est important. 0 plus une barre pour les vies, c'est dans l'amélioration des axes routiers. C'est pas compliqué, là. On a tout expliqué, on était transparent, puis on leur a dit, on est rendu là, puis on s'en va par là-bas. Pour ton info locale, écoute Chiz 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Chiz! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa, l'émission sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, de l'entrepreneuriat et du bien-être à Chiz 94.3 et à CFAC 88.3. Je suis en direct avec ma co-animatrice Marianne. Salut Marianne! Hey, salut Maxime! Salut Jennifer! Salut! Hola Jennifer! Alors, votre équipe d'animation de cette semaine, vous l'aurez compris, c'est nous trois. Marianne, de ton côté, tu es conseillère d'orientation. Oui, à l'école Saint-Jean-Eudes, depuis maintenant 8 ans. 8 ans? Oui, Mon Dieu, ça fait... moi, je me sens instable. Là, me semble, ça fait longtemps. J'ai jamais eu de job pendant 8 ans. Mais c'est le fun d'avoir une stabilité, hein? Ouais. Ben, ce que je pense aussi, c'est que des fois, il doit y avoir un petit moment comme une relation amoureuse. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, il y a des réajustements, puis à un moment donné, oups, tu retombes en amour, puis... Ça... vraiment, non. Ouais. Puis il y a comme une confiance qui s'établit entre les collègues, entre la direction, avec les élèves. C'est quoi Saint-Jean-Eudes, en fait? Saint-Jean-Eudes, c'est une école privée qui est aux frontières de Charlesbourg-Beauport. OK. C'est une école avec 1100 étudiants environ. Avec une conseillère d'orientation? Avec une conseillère d'orientation, oui. Mais je suis vraiment privilégiée parce que mon école favorise l'orientation. J'ai le champ libre et embarque dans tous mes projets. Ils valorisent, ils m'en proposent. On les salue? Oui, mais salut à toute l'équipe de Saint-Jean-Eudes, aux élèves aussi. De ton côté, Jennifer, tu es étudiante à la maîtrise en sciences d'orientation, comme moi. Ben oui. Et tu fais ton stage cette année à la clinique de counseling. Oui, et moi, j'ai commencé ma maîtrise avec le stage. Félicitations. On aime ça se déstabiliser. Oui, exactement. On a hâte aussi de le terminer, hein, ces études-là. Mais on a hâte d'être dans le concret. Oui, oui. Oui, ça s'en vient. Oui, puis tu sais, les étudiants à la maison qui nous écoutent, on est empathique à votre situation. Là, on sait que des fois, ça peut paraître long, mais au bout, il y a tellement de belles choses. Vraiment. Ah oui. À l'émission d'aujourd'hui aussi, il y a des belles choses. Oui, il va y avoir des belles choses. Premièrement, on va rencontrer notre habitué Jean Poirier qui vient nous parler, de nous donner des conseils en fait. Et le sujet d'aujourd'hui, ce sera comment clarifier son projet professionnel. Ouais. Ensuite...
Ça va être super intéressant. Ensuite, c'est France Picard pour l'entrevue pro de la directrice du CRIEVAT. Oui, CRIEVAT, c'est le centre de recherche en orientation à l'Université Laval. Peut-être que vous ne saviez pas qu'en orientation, on fait de la recherche. Ben oui, on vous en parle tantôt. Et on va avoir un peu plus tard aussi Daniel Tremblay, qui est CO et qui travaille au Centre d'aide aux étudiants. Puis on terminera l'émission avec des petites infos en vrac là, sur le monde de l'orientation, puis aussi des choses qui se passent à l'Université Laval. C'est le plan d'aujourd'hui. Hey, c'est super. J'ai hâte d'entendre tous ces invités-là et aussi les nouvelles. Les nouvelles de Jennifer. Oui, les nouvelles de Jennifer qui vont suivre juste après ce petit bout musical. Alors, comme à chaque semaine, notre journaliste chevronné épluche les nouvelles pour aller trouver les nouvelles qui l'interpellent et elle vient nous les présenter à chaque semaine, nul autre que Jennifer. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, affectueusement appelée Jen, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans le monde de l'orientation, du monde du travail et de la relation d'aide? Cette semaine, je suis dans une thématique scolaire, donc mes 3 nouvelles vont tourner autour du monde scolaire. C'est Marianne qui t'a inspiré ou... Oui, entre autres, mais parce que les 3, je trouvais qu'il y avait un fil conducteur, puis vous allez me suivre plus tard. Ah oui? D'accord. Je vais commencer avec ma nouvelle express. Oui. Alors, je commence avec les écoles forcées de sous-traiter l'aide aux élèves. Alors, ce que notre article nous dit, c'est qu'il y a eu des investissements de 70 millions de dollars pour embaucher dès cet automne, présentement, 850 personnes chargées d'aider les élèves en difficulté. Et il reste encore 296 postes à remplir, à combler. Pourvoir, ouais. Tout à fait. Ça va être des postes professionnels au niveau des psychologues, orthophonistes, orthopédagogues, donc tout ce qui est de l'ordre des professionnels. La pénurie est tellement importante que les écoles vont sous-traiter au privé. Donc, ils ont l'obligation d'aider les étudiants qui éprouvent des difficultés, mais ils n'ont pas les ressources à même l'école, alors ils sous-traitent au privé. Ce qui va amener des problèmes de communication, principalement entre les parents, le corps enseignant. Donc, il y a des difficultés de communication. C'est quelque chose qui va être déploré énormément. Eh bien là, je t'arrête là, parce que j'ai comme le goût de me tourner vers Marianne puis de lui demander comment ça se passe par rapport à ça dans son école. C'est tout qu'un défi. Nous, à l'école, on est chanceux. On a quand même beaucoup de professionnels sur place, mais en orthopédagogie, justement, on en a une à temps plein, mais on a 2 contractuels aussi de parcours d'enfants. Oui, mais la communication est excellente parce que on travaille fort pour ça, mais c'est un défi. Il faut vraiment que l'école choisisse de bien communiquer avec les gens de l'externe parce qu'effectivement, c'est pas une simple tâche. Cette nouvelle-là, dans le fond, au bout de la ligne, est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a des mises en garde? C'était plutôt un énoncé des faits. Okay. On expliquait aussi dans l'article pourquoi les professionnels ne vont pas dans les milieux scolaires. C'est parce qu'ils ne font que de l'évaluation. Beaucoup de paperasse aussi, hein? C'est ça. Toi, tu as été chanceuse, Marianne. Je pense que tu as réussi à avoir une belle tâche en tant que CO qui n'est pas seulement de la paperasse, mais il y en a beaucoup. Exemple des CO qui vont dans les écoles puis qui font beaucoup de jobs techniques. Puis c'est pas pour ça qu'on étudie. Mais en fait, c'est qu'il y a une très grande différence, je fais une parenthèse, entre les écoles privées et publiques par rapport à ça. Toi, c'est une école privée. Au privé, on a moins de paperasse, on est moins dans l'administration. Les écoles publiques, un peu plus... Mais non, malheureusement, dans la nouvelle, c'était juste peut-être une alerte. Oui, c'est ça, on fait attention. Oui. Comme tu dis, Marianne, c'est important de parler entre les professionnels, de dire les choses, de bien coordonner. On espère en tout cas que ça fonctionnera bien pour ceux qui nous écoutent à la maison et qui le vivent. Un peu plus tard dans l'émission, tu nous parleras de la prévention du décrochage scolaire à la fin du secondaire. On se demande s'il est trop tard. Exactement. Et tu termineras avec... Les psychiatres du Québec réclament un cours d'éducation à la santé mentale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. À suivre. Alors oui, à suivre. Alors on commence toujours l'émission avec une chanson pour essayer de vous mettre dans le même esprit que nous qui, à toutes les fois qu'on s'assied devant le micro, on est un petit peu tilté. Hein? Oui. C'est une belle émotion. Donc là, ce que j'ai décidé de vous faire écouter, c'est une chanson de Cœur de pirate, un peu thématique parce que cette semaine, à la disque, elle gagnait en fait l'album de l'année et
interprète féminine de l'année. Donc, enfin, plus de Céline Dion, d'Isabelle Boulay ou je ne sais quoi. On l'aime, Cœur de pirate. On l'aime, Cœur de pirate. Fait que félicitations. Puis on va écouter une de ses toute nouvelle chanson qui s'appelle Ne m'appelle pas, Cœur de pirate. Vous écoutez ça à Bonheur et vice-versa. Juste après la pause, on est avec les gens du SPLA, avec Jean Poirier, qui vient nous parler de comment clarifier son projet professionnel. C'est à suivre. On se rejoint tantôt. Et celle que j'ai subie sont dignes d'une brûlure au dernier degré. Je sais, je rigole, mais j'ai saigné. Des plans comme les tiens, tu sais ce qu'on dit, on récolte ce que l'on sème. Et on m'a dit que tu te demandais comment je me sens et puis comment je vais. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Tu sais très bien que je vis mieux sans toi. Et au passage, j'efface ton nom de nos souvenirs car tu es de trop. Et ne m'appelle pas, bloque télé-moi, n'y pense même pas. Seul dans la nuit, je ne réponds plus. Nous deux c'est vaincu, tu resteras dans l'oubli. Ne m'appelle pas. T'es pas un plan sûr, mais ça je le savais. On m'a averti, j'ai foncé quand même. J'aurais dû renoncer. J'ai vu l'état de ton catémie, dormir par terre, un matelas pour les vraiment. J'ai continué, mais j'ai tout compris. Le jour où t'as voulu te faire mes amis. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Tu sais très bien que je vis mieux sans toi. Et au passage, j'efface ton nom de nos souvenirs car tu es de trop. Et ne m'appelle pas, bloque télé-moi, n'y pense même pas. Seul dans la nuit, je ne réponds plus. Nous deux c'est vaincu, tu resteras dans l'oubli. Ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. On est fiers partenaires de votre bien-être à toutes les semaines. On espère justement qu'on réussit à vous donner une petite dose de bonheur pour la semaine. C'est aussi une des missions de Bonheur et vice-versa. C'est un beau titre. C'est un beau titre, oui. Ben, au début, quand on l'a trouvé, notre titre d'émission, on avait peur que ça fasse quétaine, parce que le bonheur, des fois, c'est quétaine. Dans le sens où on l'identifie à les fleurs bleues, les roses et tout ça. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de montrer le côté bonheur, mais aussi le côté vice-versa, puis de rendre ça sérieux au bout de la ligne. Je pense que la mission est réussie. Ben, je pense que oui, elle est réussie. Oui. On continue avec une chronique du SPLA. À chaque mois, il y a des conseillers en emploi du service de placement de l'Université Laval qui s'amènent pour nous parler de sujets en lien avec le monde du travail. Et cette semaine, on parle de comment clarifier son projet professionnel. Les conseils carrières. Une présentation du service de placement de l'Université Laval. Bonjour, Jean Poirier. Bonjour, Maxime. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Tu es conseiller en emploi au service de placement de l'Université Laval. Oui. Tantôt, Marianne nous disait que ça faisait 8 ans qu'elle était dans son école. On a-tu le droit de savoir, ça fait combien de temps que tu es là? Écoute, moi, je suis là depuis janvier 2002, donc ça va faire, 18 ans au mois de janvier? J'ai eu un petit 2 ans à l'extérieur. Je suis allé travailler 2 ans au Trésor, au Conseil du Trésor, sur des projets... Fait que j'avais 12 ans. Ça fait... Ah, t'avais 12 ans? Ah oui? Ouais. OK, c'est bon. C'était juste pour te taquiner un peu. Non, merci. Merci.
Alors, merci de me rappeler que je suis vieux, Maxime. Non, c'était pas ça. Là. Quand même, ne me porte pas de mauvaises intentions. Non, jamais. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet qui est un peu plus orientant aujourd'hui. Comment clarifier son projet professionnel? C'est une grosse question. Écoute, c'est une grosse question. J'y ai pensé à 2 fois avant de le mettre à l'ordre du jour des sujets parce que je pense que c'est un projet qui est... les sujets qu'on traite habituellement ici, là, au niveau du SPLA, c'est des sujets qui sont beaucoup plus, je dirais, plus techniques peut-être. Oui, des trucs, 5 choses à faire, à ne pas faire. C'est ça, le curriculum vitae, LinkedIn. Là, le projet professionnel, là où ça m'a interpellé, c'est que dans ma pratique, je me rends compte que il y a quand même beaucoup d'étudiants au niveau universitaire qui sont là, mais le projet professionnel n'est pas toujours si clair que ça. Je ne sais pas si ça a été... je sais pas si ça a été votre cas, vous, quand vous étiez aux études à l'université. Mon Dieu Seigneur, moi, je pense que je suis en... T'es encore en réflexion? En constante redéfinition, oui, moi aussi, tout à fait. Okay. En même temps, là, c'est une redéfinition qui est quand même cadrée dans le sens où je sais que je veux être conseiller d'orientation. Oui. Ou je le sais pas encore. Ouais. Ben, en fait, là, tu es enligné sur tu veux être conseiller d'orientation, mais là, tu as comme plein d'embranchements qui vont s'offrir à toi, là. Hein? Tu vas devoir faire d'autres choix, d'autres types. Hein? En effet. Donc, puis, mais moi, tantôt, on s'est rencontrés dans le corridor, moi puis Jean, puis il me parlait de son sujet hors d'onde, puis moi, j'ai dit, tu sais, je pense que c'est quand il y a une clientèle qui est de plus en plus jeune à l'université, fait que quand tu as 20, 21 ans, 22 ans, j'ai comme l'impression que le projet n'est pas encore clair, puis tu m'as dit, les personnes plus âgées aussi, les gens qui reviennent à l'école aussi ont des questionnements. Ben en fait, la vie nous amène toutes sortes de choses, met sur notre chemin toutes sortes d'événements qui fait que des fois, on va re-questionner même les choix qu'on a faits, qu'on pensait qui étaient finales. Moi, je me rappelle, juste mon expérience personnelle, tu sais, je dis, on a dit tantôt, je travaille au service de placement depuis 2002, puis à un moment donné, en 2013, j'ai eu le goût d'aller ailleurs, travailler, faire d'autres choses, un autre métier, là, au gouvernement, là, travailler sur des enjeux plus... donc, où je n'étais plus dans l'intervention. Tu as été prendre une petite puff de d'autres choses à quelque part, puis tu es revenu comme une petite puff de plaisir ou un j'aurais peu de pu changement. Rester. J'aurais pu rester, j'avais la possibilité de rester, mais finalement, ça m'a comme aidé à reconfirmer, dans le fond, que ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est d'être en interaction avec des gens, en interaction avec une clientèle. Donc, pour les auditeurs, il y a beaucoup de cabotinage ici présentement en ondes, mais vous voyez pas ça, là. Je t'écoute. Alors, donc, dans le fond, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est ça que une des choses que je voulais amener aujourd'hui, c'est que quand dans la vie, on essaie des choses, on se met en action, on ose aller dans des directions qu'on n'aurait peut-être pas pensé initialement, bien, c'est là que finalement, ça peut produire des effets justement de nous faire découvrir des choses différentes. Donc, il y a beaucoup d'événements, puis je dirais qu'il y a même à l'université, dans certains domaines, des fois, c'est le domaine en soi fait que les gens ont des fois un projet peut-être plus clair. Mettons, je lance... c'est à ça que je pensais. Je me dis, quand je veux aller en médecine. Et encore là, on va dire, une fois que les étudiants sont rendus en médecine, là, ils sont face à quelle spécialisation je vais faire. Puis je te dirais que c'est un casse-tête, ça. Moi, je l'entends là, de ma collègue qui travaille avec les étudiants en médecine. C'est un casse-tête là, de dire je vais choisir mes spécialités. Puis au-delà de ça, il y a c'est pas parce que je veux choisir une spécialité qu'il y a de la place nécessairement pour faire cette spécialité-là. En effet, puis au secondaire, Marianne, en secondaire 5, comment tu qualifierais le projet professionnel des ados? Bien, en secondaire 5, moi, je le vois comme un apprentissage à apprendre comment faire un processus, comment prendre une décision. Je pense pas que c'est là qu'on prend vraiment une décision, mais c'est quoi le chemin pour arriver à prendre une décision? Donc, s'informer, aller voir, vivre des expériences, dire oui à des choses, observer comment on se sent dans cette situation-là, accepter que la prochaine étape sera peut-être pas la finale, mais que c'est un tremplin, c'est un processus. Puis moi, je les amène plus dans cette réflexion-là pour enlever un petit peu toute la pression associée à ça, parce qu'on apprend de l'expérience. Il faut avoir une attitude d'ouverture, dire oui, essayer.
on recommence, on se repositionne. C'est un processus, Jean, dans le fond. Oui, c'est très difficile. Tout au long de la vie. Seul dans son coin, d'en arriver à pouvoir arriver à faire une décision qui est claire, comme tu dis. Ce que tu dis là, c'est exactement ce que j'ai amené aujourd'hui. Tu sais, l'état d'ouverture, c'est déjà une des premières prémices, d'être ouvert à des futurs possibles, d'être ouvert à découvrir des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Oui, puis être ouvert aussi à nos blocages. Des fois aussi, pourquoi on se restreint, qu'on ne va pas de l'avant dans telle chose. Il y a des peurs associées à ça. Tu sais, c'est très complexe. C'est vrai qu'il faut sortir de sa zone de confort. Oui. Tu sais, comme moi, mettons, quand j'ai décidé d'être CO, je m'étais dit non, pas de CO scolaire, je veux pas. Je veux pas aller dans une école. Puis là, tu vois, je fais un projet cette année dans une école d'éducation aux adultes. Puis je suis tombé en amour avec le milieu. Fait que je me surprends. Tu te surprends toi-même, effectivement. Tu t'en étais fait une idée, mais il n'y a rien comme y aller pour vraiment vérifier c'est quoi, là. Exactement. Effectivement. C'est sûr qu'on peut... comment je peux dire? On parlait de posture. Pour moi, la posture d'ouverture est une posture importante. Donc, dans le fond, on n'est pas dans les trucs, dans les choses à faire. On est plus dans déjà se mettre dans une posture d'ouverture. Se laisser le droit d'essayer. Oui, puis de comprendre que c'est tout à fait normal... Je pense, en début de l'âge adulte, de pas nécessairement savoir clairement vers où je m'en vais, là. Le déséquilibre, des fois, nous met dans une situation inconfortable, mais des fois, malheureusement, il faut passer par là pour arriver à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont seuls à se poser cette question-là et à pas trop savoir, alors que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ils sont nombreux. Je discutais avec une collègue ce matin, elle a dit, il me semble que j'ai lu dernièrement qu'il y avait 75% des étudiants collégiales qui savent pas trop encore ça va être quoi leur carrière. Fait que, tu sais, alors, ceux qui se posent des questions actuellement, vous n'êtes pas seuls, là. On pourrait quasiment dire que c'est la normalité de ne pas le savoir. Puis à tout âge, là. À tout âge. Puis aussi, c'est qu'on choisit une profession, mais après, on choisit un milieu, un lieu. Puis après ça, on choisit la couleur qu'on va avoir dans ce lieu-là. Fait qu'il y a aussi plein de sous-questions qui vont venir avec la profession qu'on va choisir, là. Comme CO, on en parle depuis, à Bonheur et vice-versa, de toutes les possibilités. Est-ce que je veux dans une école, dans une organisation? Donc, c'est ça, là. Tu peux des choix. On peut s'en faire une idée, mais c'est très difficile, vraiment. Quand tu dis que les gens, des fois, pensent qu'ils sont peut-être seuls, c'est que, dans le fond, peut-être qu'ils ne mettent pas assez de l'avant cette réflexion-là. Tu sais, peur de la nommer, donc peur de la réfléchir aussi. Et peur peut-être de rencontrer quelqu'un pour en discuter aussi. Puis il y a tellement de possibilités. Ici, on en parle à toutes les semaines, surtout à l'université. On a le centre d'aide aux étudiants, on a le SPLA, on a la clinique de counseling. C'est toutes des options qui sont gratuites en plus. Puis évidemment, il faut aller voir une personne CO au privé. Donc, il y en a des options. Bon, il y a des options, puis si on essaie de les mettre un peu là, dans un certain ordre, c'est sûr que une des premières options là, pour aider à réfléchir sur son projet professionnel, c'est de faire un bilan personnel. Puis je peux pas passer à côté aujourd'hui pour reparler du nouveau profil professionnel. Tu sais quoi, j'en en parlais en fin d'émission, mais on peut en parler là. Non, vas-y. Mais non, je trouve ça intéressant. C'était une de mes petites nouvelles dans ma chronique L'Instant vice-versa, mais on peut en parler ensemble. J'ai le spécialiste avec moi. Bon. Dans le fond, c'est que maintenant, il y a un profil sur mon portail qu'on peut faire. C'est ça. Puis moi, j'ai cliqué dessus hier, puis je suis allé visiter. Puis c'est quand même assez intéressant, très interactif. C'est ce que les utilisateurs nous disent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, qu'est-ce que tu fais avec ça? Premièrement, tu vas l'utiliser effectivement pour commencer déjà à faire ta réflexion puis à y déposer les informations en regard de tes caractéristiques personnelles. C'est comme un CV en ligne. Écoute, il y a plus que ça, mais c'est ça aussi. Il y a plus que ça, mais ça mène à ça. Ça va mener à ça. Ça peut permettre après ça d'importer un curriculum vitae puis de le changer aussi au besoin. Peut-être que les gens qui ne comprennent pas à la maison, là, les universitaires à l'Université Laval ont un portail Internet où on retrouve tous les cours, nos notes. On peut faire imprimer, exemple, une attestation d'études. Et là-dessus, ils ont rajouté un onglet à gauche dans les onglets principaux avec un profil puis c'est géré un peu par le SPLA. Mais sais-tu quoi? Moi, par exemple, il y a une chose que j'ai fait un saut hier. J'étais allé cliquer dessus. Je n'avais pas encore cliqué dessus. J'ai vu mon nom, ma photo qu'ils ont pris sur que j'avais sur mon profil. Et il y avait déjà un CV de mon
monté, mais c'est parce qu'il y a longtemps, mettons, il y a 4 ans, j'avais enregistré un CV en ligne sur le site de SPLA. Oui. Fait que là, j'avais plein de... Tous mes emplois de serveur puis de moniteur dans les camps, mais là, moi, je mets plus ça dans mon CV. Effectivement. Fait que, là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un ménage. On avait deux outils dans le temps. On avait le Webfolio. Donc, les gens qui ont complété le Webfolio, les informations ont été importées. Ils sont peut-être pas à jour. Ils sont peut-être pas à jour, mais ils ont été importés. Donc, déjà, le travail, ça sauve beaucoup de travail. Ouais. Les gens comme toi, là, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui avaient complété leur CV en ligne, mais c'est importé. On a des données aussi là, de votre dossier étudiant en regard dans quoi vous étudiez, puis dans quoi vous avez étudié aussi au cégep. Donc, tout ça, c'est importé. Donc, c'est facilitant là, pour l'utilisateur. Vraiment. Depuis le 8 octobre, le lancement, il y a plus de 10 000 personnes qui ont commencé à compléter leur profil. Wow, c'est une réussite déjà. C'est vraiment, là, ça va à vitesse grand V, là. Puis là, dans le fond, je pense que c'est à l'hiver 2020, ils vont ouvrir, vous allez ouvrir, en fait, le service aux employeurs et aux organisations. Ça va être une opportunité dans le sens que les étudiants qui ont complété leur profil professionnel vont pouvoir, s'ils le veulent, donner l'opportunité à des employeurs de venir consulter leur profil. C'est vraiment une bonne idée. Très intéressant. Oui, vraiment. Puis en plus, il faut qu'on donne notre accord. Fait que si on n'est pas prêt, non, c'est ça. On le donnera plus tard. Oui, puis en plus, tu peux choisir même quels sont les items de ton profil que tu veux qui apparaissent. C'est vrai. Donc, quelle bonne idée. Bon. Vraiment, en soi, le SPLA est au goût du jour, ça, c'est sûr. Bon, donc, ça, je pense, ça peut déjà être une première démarche pour quelqu'un qui se pose des questions sur son projet professionnel, d'aller compléter son profil. Déjà, c'est déjà un premier exercice de réflexion intéressant et qui va avoir peut-être d'autres portées, comme par exemple de pouvoir créer un curriculum vitae rapidement et de mettre ça en lien avec les employeurs. Ensuite de ça, c'est sûr qu'une fois que j'ai fait ma réflexion, il faut que je puisse peut-être explorer un petit peu plus, connaître un petit peu mon marché du travail. J'amène rien de nouveau, mais quand même, il y a plusieurs endroits où les gens qui se posent des questions peuvent aller chercher de l'information sur le marché du travail, les postes, les métiers. Donc, on va juste penser, les gens pensent que les babillards où on retrouve des offres d'emploi, ça sert à postuler, mais ça sert aussi à s'informer. Un babillard d'offres d'emploi, ça me permet de savoir c'est qui les employeurs qui recrutent dans mon domaine, puis c'est quoi les postes, puis dans ces postes-là, c'est quoi les compétences recherchées, qu'est-ce que je fais au quotidien dans ces endroits. Donc ça, c'est important. LinkedIn, c'est un endroit merveilleux pour s'enrichir sur le marché du travail, pour pouvoir découvrir des choses. Je vous rappelle qu'on a des analyses de marché aussi au service de placement dans tous les programmes d'études presque, où les étudiants peuvent aller s'alimenter. C'est sur notre site, les analyses de marché. Il y a des sites d'ordre professionnel qui donnent beaucoup d'informations par rapport à ça, donc etc., etc. Je pense qu'il nous reste quelques minutes, Maxime. 2 minutes. 2 minutes, bon. On va finir peut-être plus avec des trucs et astuces par rapport à ça. Donc, tantôt, on disait se mettre dans un état d'ouverture, puis vraiment de se mettre en action. Moi, je rencontre des étudiants des fois qui sont en fin de baccalauréat, et je me rends compte que les étudiants, souvent, qui ont un projet plus flou, quand je discute avec eux autres, je me rends compte que pendant leurs études, ils n'ont pas fait beaucoup autre chose qu'étudier. Donc ça, c'est déjà une première piste, là, je pense. Profiter du temps des études pour pas juste étudier, mais pour aller pour se mettre en action de toutes sortes de façons. Des stages, faire des stages, c'est tellement important. Il y a beaucoup d'étudiants qui découvrent des choses ou qui, finalement, dans les stages, ils se rendent compte « Oh, c'est pas tout à fait ça, tu le vois, toi, actuellement. Oui. Tu avais comme un peu, peut-être, exclu le secteur scolaire. Faire du mentorat, donc se mettre en contact avec des gens qui travaillent dans votre domaine d'études, participer à des activités de réseautage, faire du bénévolat, des clubs étudiants. C'est là que notre projet professionnel a plus de chances de prendre forme quand on se met en action puis qu'on fait autre chose qu'étudier. Je dis pas que c'est pas important d'étudier, mais de sortir un peu là,
son petit monde là, d'étudiants. D'essayer une chose à la fois. Tu sais, des fois, quand on est là-dedans, c'est qu'on voit ça gros. On ne sait pas par où commencer. On voudrait avoir toutes les réponses aux questions tout de suite, mais c'est d'accepter que les réponses vont venir une étape à la fois, puis de commencer par une chose qui va t'amener ailleurs. Un peu accepter l'ambiguïté, puis que tout ne soit pas clair tout de suite, que ça va se clarifier au fur et à mesure. Oui. Puis, je veux dire, mon équipe de radio est un bel exemple de comment une activité bénévole peut être vraiment énergisante, peut nous faire du changement dans notre semaine, développer d'autres compétences, puis surtout des contacts aussi. Puis j'imagine qu'à la maison, si vous choisissez de faire du bénévolat avec quelque chose qui est peut-être pas nécessairement centré sur ce que vous voulez faire plus tard, mais c'est sûr qu'il y a des liens à faire. Hein? Effectivement. Alors, si on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur le site du SPLA, Jean, au www.spla.ulaval.ca. Oui, puis je dirais pour le profil professionnel, portail étudiant, emploi et stage. En cliquant là-dessus, on tombe sur Allez jeter un petit coup d'œil. Oui. Je peux-tu donner une petite information vite? 30 secondes. Il y a une activité de recrutement des secteurs publics et parapublics sur le campus le 21 novembre. Donc, la fonction publique, là, provinciale, municipale et fédérale, c'est beaucoup d'emplois possibles. Donc, il va y avoir, je pense, au-delà de 40 employeurs. Ici sur le campus? Ici sur le campus, le 21 novembre. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent? En fait, surveillez toutes les formations qu'on offre pendant l'automne. Il y a énormément de formations sur LinkedIn, le CV, les entrevues. Donc, gratuit. C'est gratuit. Yeah. Donc, content de t'avoir reçu. Merci. Toujours Maxime. autant de jasette. Oui. Alors, est-ce qu'on se retrouve d'ici la fin de la saison? Je pense qu'on se retrouve le 11 décembre. Super, oui, on va se retrouver en fin de saison. C'est Stéphanie qui fait la prochaine chronique. Donc, Stéphanie Sophie Gilbert qui sera là la prochaine fois. Merci, Jean. Alors, je te souhaite une belle journée. Merci. On s'en va en pause musicale pour ensuite recevoir notre invitée de la semaine en entrevue, Mme France Picard, qui vient nous parler de la recherche dans le monde de l'orientation. Alors, on découvrira ça avec elle un petit peu plus tard. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Sunrise and those brown eyes, yes, you're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you?
say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Vous êtes dans la dernière heure de l'émission et on s'en va bientôt avec les entrevues. Le mercredi, à Chiz 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Alors, chaque semaine, on épluche le monde de l'orientation pour trouver les meilleures nouvelles pour vous les diffuser ici à Bonheur et vice-versa. Et aujourd'hui, Jennifer, il y a beaucoup de choses qui attirent son attention en lien avec le milieu scolaire et on en parle dans quelques instants. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, Jennifer, cette semaine, la première nouvelle qui a retenu ton attention, c'est les psychiatres du Québec qui réclament un cours d'éducation à la santé mentale. Exactement. Écoutez, c'est une nouvelle qui est sortie la semaine dernière. C'est que inquiet pour la santé mentale des jeunes de la génération Alpha. Donc, c'est les jeunes qui sont nés à partir de 2010, dont l'existence, en fait, est marquée par les écrans. Ils sont nés pratiquement avec les écrans dans les mains. L'Association des médecins psychiatres du Québec lance un important mouvement de réflexion. En fait, ils souhaitent implanter dans les écoles des cours d'éducation à la santé mentale. C'est une très bonne idée. Oui, une excellente nouvelle parce qu'on en voit là, à partir de secondaire 1. C'est troublant de voir à quel point là, les problèmes d'anxiété, dépression, bipolarité sont présents très jeunes. Ben, écoutez... On pourrait rajouter ça avec un petit cours d'orientation, tu sais, un après l'autre. Là. Écoutez, dans l'article, j'ai quelques petites statistiques qui disent que la proportion des jeunes de secondaire aux prises avec un niveau élevé de détresse psychologique est passée de 21 % en 2010 à 29 % en 2016. C'est quand même une augmentation de 8 %. Puis la prévalence des troubles anxieux, écoutez, est passée de 8,6 à 17,1 pour les troubles anxieux. Ce qui est quand même assez énorme. C'est intense, oui. Ils disent aussi que les jeunes qui vont se présenter aux urgences, ce n'est plus nécessairement pour des cas de santé mentale, c'est plutôt pour ce que eux, dans l'article, nomment des cas de crise sociale. Donc, mon chum m'a laissé, j'ai coulé un examen. C'est des choses que les jeunes ne sont plus en mesure de gérer. La pression est tellement élevée que ça devient impossible de gérer. Et il s'ensuit des crises assez importantes pour se présenter aux urgences. J'imagine que dans les crises sociales, on inclut, exemple, le harcèlement psychologique. Je sais que ça peut être des choses aussi qui, malheureusement, peuvent se passer assez régulièrement dans une école secondaire, les jeunes entre eux autres et tout ça. Hey, c'est difficile maintenant à gérer là, la communication avec les réseaux sociaux. Là. Tout ce qu'il peut avoir comme, harcèlement sur Facebook. Des fois, il faut même appeler la police pour qu'ils viennent gérer des conflits sur Facebook. Tout ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est ça. Dans l'article aussi, ils disent que l'utilisation constante des écrans, ça a des conséquences sur la santé mentale. Le temps d'écran, ça va gruger, entre autres, les heures de sommeil. Ça va diminuer la propension des jeunes à faire des activités physiques. Ça réduit aussi leur interaction sociale en face à face, on s'entend, parce que sur Facebook, on peut considérer que c'est des interactions sociales, mais là, on va parler de réel, en temps réel. Donc, ce sont des facteurs, en fait, qui vont augmenter les risques de troubles de santé mentale. Et ce qu'ils suggèrent, en fait, c'est d'implanter des cours dès la maternelle. Donc, chez les tout-petits, ce qu'on ferait, c'est surtout apprendre à reconnaître et gérer les émotions de base, la colère, la tristesse, la joie, la peur. Et au niveau du secondaire, ce serait davantage apprendre les causes et les facteurs de troubles de santé mentale. Puis, c'est des choses qui ont été faites ailleurs dans le monde et qui ont porté fruit aussi. Donc de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques ailleurs, ça, c'est tellement l'avenir, en fait. C'est ça. Donc, ce genre de cours-là permettrait aux jeunes de mieux faire face aux aléas de la vie. Donc, mieux gérer ce qui leur arrive au quotidien. Mais connaissant le milieu scolaire un peu, puis je veux dire, tout est vraiment canné. Comment qu'on va faire pour rentrer un nouveau cours? Y a-t-il un professeur qui va accepter de perdre un de ses cours pour inclure un nouveau cours comme ça? J'ai de la misère. Ça, c'est une réalité aussi qui est vraie, là, que c'est pas si évident, là. Mais ils l'ont fait avec la sexualité, en intégrant des contenus. Ils l'ont fait aussi avec les COSP en orientation, en intégrant des contenus. Pourquoi pas avec la santé mentale, où ça va s'intégrer dans des
matières. Ça sera peut-être pas un cours, mais que ça peut s'intégrer à des matières. Puis sur du long terme, je pense que c'est gagnant parce qu'on évite après des hospitalisations d'élèves qui partent parce qu'ils ont des gros problèmes, des difficultés à suivre en classe, etc., etc. Là, fait que puis Maxime, il rappelle aussi dans l'article que c'est la responsabilité de tous. Oui, les parents, le reste de la société, puisque les parents aussi sont très, très connectés. C'est l'image qu'on envoie à nos jeunes. Donc, c'est la responsabilité de tous de faire de la place pour ça. On continue à parler des jeunes. On parle maintenant de la prévention du décrochage scolaire à la fin du secondaire. Est-ce qu'il est trop tard rendu à la fin du secondaire? Je vais vous répondre d'avance. Ouais. Non, il n'est pas trop tard. Ah! Je suis contente d'entendre ça. Pourquoi il serait trop tard? Oui. Non, en fait, cet article-là parlait du fait qu'il y a énormément de recherches qui ont été faites sur la prévention du décrochage, mais très peu sur quand le décrochage est en branle. Donc, quand le jeune a déjà... c'est plus concret, là. Il pense le faire. Donc, il y a à l'Université de Montréal, il y a une recherche qui a été faite qui, justement, vise à mieux comprendre les processus menant au décrochage et à la persévérance scolaire. Non, il n'est pas trop tard. C'est qu'il faut prendre en considération les différents facteurs qui vont mener au décrochage chez les jeunes du secondaire. Il nommait, en fait, qu'un stress important, un événement tragique, des conflits avec les pairs ou un membre de la famille, ce sont des facteurs qui peuvent déstabiliser beaucoup le jeune et ça va faire en sorte qu'il y a 3 fois plus de risques de décrocher. OK. Au secondaire. Eux, je vous en reparlerai peut-être une autre fois, mais ce qui suggèrent, en fait, c'est non seulement un dépistage précoce, mais aussi une intervention rapide. Donc, dès le début, dès qu'on sent qu'il y a peut-être des prémices au décrochage, d'au moins interpeller le jeune puis aller vers lui, puis lui offrir un soutien dès le départ. Quand on est conscient qu'il y a des conflits, quand on est conscient qu'il y a de l'intimidation, c'est que de prendre conscience que c'est un risque et d'intervenir maintenant. Même si c'est en secondaire 2, par exemple, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient un peu plus vieux. Ou, non, c'est tout le temps. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup de décrochage dans une école privée? Nous, l'enjeu, c'est beaucoup plus sur l'anxiété de performance. Il y en a quand même, mais on va plus traiter l'anxiété de performance là, dans notre école. Mais d'où l'importance, je fais du pouce sur ce que Jennifer disait, d'avoir des ressources. Moi, je pense à nos 2 travailleurs sociaux à l'école. C'est incroyable. Ils n'ont pas une seconde pour respirer. Là, il en faudrait plus et encore plus. Là. Comme tu disais tantôt avec les professionnels qui maintenant on va les chercher en sous-traitance, bien, dans le fond, c'est une bonne idée. Il y a peut-être des fois des problématiques un peu de gestion qui viennent avec ça, mais c'est un besoin réel de nos écoles. Il faut penser aux jeunes. Alors, merci Jennifer. Les nouvelles sont une présentation d'Orientation. Oui, Orientation, en fait, qui est une plateforme de nouvelles dans le monde de l'orientation, de l'éducation, au niveau des études qui se font sur le monde du marché du travail. Oui. On va les retrouver sur Facebook. On les retrouve aussi sur Twitter. Donc, vous pouvez aussi vous abonner, excusez-moi, au bulletin d'orientation, et non orientation, orientation. Très important. Très important, pour pas faire d'erreur. Donc, c'est grâce à eux qu'on peut avoir des nouvelles pertinentes à chaque semaine. On les salue et on les remercie. Alors, on continue maintenant en entrevue. À chaque 2 semaines, on a une entrevue avec une professionnelle, souvent du monde de l'orientation. Aujourd'hui, on parle avec France Picard, qui est CO et qui est aussi la directrice du CREVAT. C'est quoi? On en parle dans quelques instants. Un brin de jasette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, bonjour, France Picard, ça va bien? Oui, bonjour Maxime, merci de me recevoir. Bien là, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que c'est une première fois à la radio? Oui, mais j'ai déjà animé une radio étudiante au secondaire. Oh, wow! C'est très loin. Ah, ben quand même. On espère que les compétences vont ressortir, même s'ils étaient loin. On verra. Merci d'avoir accepté donc cette invitation-là, parce que j'avais le goût, en fait, aujourd'hui, qu'on fasse découvrir le CREVAT aux gens en général, à nos auditeurs, parce que c'est un secteur un peu méconnu du monde de l'orientation, celui de la recherche. Tout à fait. Puis, dans le fond, le centre de recherche CREVAT, c'est quoi, France? C'est un acronyme pour Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail. Est-ce que je le dis bien? CREVAT? Oui, ouais, OK. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce centre-là? Qu'est-ce qu'on promouvoit? C'est quoi la mission?
Alors, donc, c'est des recherches sur tout ce qui touche l'éducation et la vie au travail. Comme je disais, c'est un centre qui a été fondé en 1990, mais il a pris son nom Crévat en 2000. La programmation scientifique dans un centre de recherche, c'est vivant, ça suit les problématiques sociales, ça suit aussi le développement de la recherche. Donc, la programmation scientifique, donc les intérêts de recherche des chercheurs et des étudiants, a été revue il y a 2 ans. Et donc, on a 4 principaux axes de travail. Tout à l'heure, on parlait de la santé mentale. Donc, nous, c'est intégré justement dans l'axe qui parle des rapports au travail et des parcours professionnels au travail. Donc, il y a des problèmes de santé mentale à l'école, il y en a aussi au travail. Donc, quand on parle d'un axe, c'est que certains de vos chercheurs qui sont associés à votre centre de recherche et les étudiants peuvent prendre ça aussi comme inspiration, comme direction pour faire leur projet de recherche. Pour faire leur projet de recherche, et à l'inverse, les chercheurs et les étudiants viennent au CREVAT quand ils se reconnaissent dans notre programmation scientifique. Oui, en effet, parce que c'est pas juste des gens en orientation qui peuvent s'associer avec le CREVAT. Pas nécessairement. Donc, on a aussi des chercheurs en administration scolaire, on en a en psychoéducation. Donc, c'est plus large que l'orientation, mais l'orientation reste un dénominateur commun assez fort. Il y a un deuxième axe aussi. En fait, il y en a 4 axes. Il y en a 4, c'est vrai. Il y a sur les transitions scolaires et l'orientation tout au long de la vie. Et quand je dis que la programmation scientifique prend un peu la couleur des problématiques sociales, donc l'orientation tout au long de la vie, c'est oui, les reconversions de carrière, mais c'est maintenant aussi la vie à la retraite parce que les gens vivent plus longtemps et il y a une vie active, pas nécessairement une vie professionnelle à la retraite. Et une des étudiantes du CREVAT travaille sur ce sujet-là. On a aussi tout un volet de recherche sur les problématiques d'accompagnement en orientation, donc transformation des pratiques professionnelles et aussi sur les méthodes de recherche. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur vers où s'en va le centre, mais on travaille beaucoup en recherche avec des partenaires des milieux d'employabilité, des milieux scolaires. Donc ça, c'est un axe important. Et un axe qui s'est ajouté lors de la révision il y a 2 ans de la programmation scientifique, c'est autour de la justice sociale, réduction des inégalités, l'exclusion sociale, comment vaincre l'exclusion sociale. Et là, on parlait tantôt que dans le fond, il y a à la fois des chercheurs et des étudiants. Fait que pour faire simple, dans le fond, les étudiants qui veulent devenir conseillers d'orientation doivent faire la maîtrise. Donc, on doit être diplômé de la maîtrise et on a le choix de faire soit une maîtrise professionnelle ou soit une maîtrise avec un projet de recherche. Et ensuite, il y a aussi les gens au doctorat. Donc, c'est cette clientèle étudiante-là à qui le CREVAT s'adresse. Oui, tout à fait. Et ça peut aussi être des étudiants des autres programmes, administration de l'éducation, psychoéducation. Donc, c'est dans la mesure où le projet de l'étudiant se retrouve dans l'un des axes. C'est pas spécifique à l'orientation. Puis comment un étudiant en orientation peut savoir s'il a le profil recherche? C'est quoi les qualités ou les compétences qu'il faut avoir pour être heureux dans ce type de projet? Ah, bonne question. Alors, je dirais que c'est l'apprentissage de la recherche ou les intérêts en recherche, ça se développe relativement tôt. Dès le cégep, il y a un cours de recherche. Donc, l'étudiant qui est à l'aise dans ce cours-là a déjà une idée. Ensuite, maintenant, en orientation, il y a un programme de recherche appliquée. Et un cours sur la recherche appliquée. Obligatoire pour aller à la maîtrise. Ouais. Donc, c'est un autre lieu où les étudiants voient différentes méthodes de recherche. Donc, c'est un autre lieu pour voir s'il y a un intérêt par rapport à la recherche. Mais donc, je dirais que ça se développe de manière continue. Et aussi, lorsque les étudiants ont l'opportunité, peut-être dès le bac, d'être auxiliaire de recherche et de travailler avec un chercheur à l'université, ça aussi, c'est un beau lieu pour explorer là, si la recherche les intéresse. En effet, puis dans le fond, si on se retourne un petit peu vers le CREVAT, donc on a 4 axes de recherche. Puis qu'est-ce que ça fait au quotidien, un centre de recherche? OK. Je dirais c'est un environnement. C'est un environnement dans lequel vivent les chercheurs et les étudiants. C'est un environnement de formation à la recherche. Donc, on a au CREVAT l'ensemble des lieux pour apprendre le métier de chercheur, pour apprendre les communications scientifiques. On aura l'occasion de parler du symposium étudiant du CREVAT. Pour apprendre aussi à diffuser des articles de recherche. Il y a une revue
revue étudiante qui est Initio, qui a été fondée il y a quelques années par des étudiants du CREVAT. Donc, c'est tout cet environnement-là qui est mis à la disposition des chercheurs, des professeurs-chercheurs, mais aussi des étudiants, comme s'ils étaient vraiment là, dans le monde de la recherche. Oui, et puis en fait, ça peut aussi être, j'imagine, un élément de motivation pour les étudiants et les chercheurs de pouvoir avoir quelque chose avec qu'on se sent affilié. Oui, c'est des lieux, c'est les lieux d'échange, des lieux d'interaction. On a aussi des activités scientifiques comme des séminaires de recherche où un ensemble de professeurs avec un ensemble d'étudiants se réunissent une demi-journée ou une journée pour parler d'un sujet particulier qui les intéresse. Comme par exemple, j'ai déjà invité un professeur à l'étranger pour parler de justice sociale et d'orientation. On était une vingtaine de personnes, chercheurs et étudiants, donc qui sont intéressés par le sujet. Donc, ça offre des occasions comme ça, un centre de recherche. J'en ai souvent fait, en fait, ces occasions-là, puis c'est vraiment des occasions qui sont passionnantes. Les journées de séminaire, tu peux pas te douter à tel point ça peut être intéressant d'être une quinzaine de personnes puis de réfléchir à un projet de recherche. On a l'impression d'un peu faire la différence aussi, là, de laisser un petit peu notre marque à quelque part. Oui, c'est vraiment... Et ça illustre bien comment se fait la recherche aujourd'hui. La recherche, c'est pas être seul dans son bureau, c'est vraiment en équipe et c'est aussi de plus en plus multidisciplinaire. Puis on travaille aussi de plus en plus avec d'autres centres de recherche. Comme là, il y a toute en termes de transformation sociale, il y a la transformation numérique qui transforme les emplois. Là, le CREVAT s'est associé avec d'autres centres de recherche pour essayer de promouvoir un projet commun et multidisciplinaire au sein de l'Université Laval. Le CREVAT, c'est combien d'étudiants, combien de chercheurs? Ça varie tout le temps, là, mais c'est environ une trentaine de chercheurs, la moitié venant de l'Université Laval, l'autre moitié venant des universités partout au Québec et au Canada, et environ 200 étudiants, là, bon an, mal an, à la maîtrise, au doctorat. Donc, et toi, tu es, dans le fond, conseillère d'orientation, tu es professeure-chercheur aussi à l'Université Laval, et tu es directrice du CREVAT depuis peu, quand même. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Donc, donc j'assume, en fait, une co-direction avec Marceline Bengali. Oui, on salue Mme Bengali, qui avait déjà été l'une de nos invitées, qui était venue nous parler de ses projets de recherche. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu es en solo, mais en général, moi, je vous vois souvent ensemble là, comme un petit duo qui travaille fort pour renouveler le CREVAT. Oui, en fait, c'est ça. Donc, on a, je dirais, des projets d'avenir pour le CREVAT. En tout cas, une des premières choses qu'on a fait, ça a été de renouveler la programmation scientifique pour qu'elle, comme je disais, qu'elle ressemble à ce que font les chercheurs et ce que font les étudiants. Et comme j'en discutais, je vous disais que la recherche, ça se mène en collaboration. On veut, je dirais, intensifier cette collaboration avec les partenaires du milieu, avec les partenaires de l'éducation, de l'employabilité en santé mentale. Donc, les différents secteurs, réadaptation, donc les différents secteurs dans lesquels interviennent les conseillers d'orientation pour promouvoir davantage la recherche qui se fait à l'université et qui peut éclairer les pratiques professionnelles pour aussi s'inspirer des problématiques, donc recevoir du milieu des questions qui les tourmentent et sur lesquelles ils aimeraient qu'on fasse la recherche, donc faire du transfert de connaissances et d'impliquer, d'engager nos étudiants là-dedans pour qu'ils voient aussi comment la recherche, ça se trame tout au long de la carrière et dans le fond, s'inspirer de la recherche, c'est maintenir sa pratique professionnelle à jour tout le temps. Là. Oui, en effet. Puis c'est quand même un défi, j'imagine, par exemple, d'essayer de connecter avec le milieu de la pratique. T'sais, souvent, on le dit, mais de façon concrète, j'imagine qu'il y a des défis à travers ça. Il y a des défis parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. En fait, le chercheur, ce qu'il veut, c'est aller chercher des données pour essayer de comprendre une situation, alors que le professionnel, ce qu'il veut, c'est voir comment les données de la recherche peuvent l'aider dans sa pratique, mais il n'est pas nécessairement intéressé par toute la méthodologie. L'année passée, j'ai participé à un projet de recherche comme professionnel avec Simon Vivier où il cherchait à rencontrer des conseillers d'orientation d'écoles privées. Simon Vivier, c'est en fait un conseiller d'orientation puis un professeur-chercheur à l'université. On l'avait eu aussi en ondes ici, là.
Puis, c'était intéressant comme professionnel de se rassembler avec d'autres CO parce qu'on est tout seul dans nos écoles. Là, on était ensemble de discuter de sujets en lien avec la recherche. Ça a été pour tout le monde super enrichissant de faire ce travail-là. Puis, ça m'a aidé à comprendre c'était quoi la recherche puis à quoi ça servait en participant à ce projet-là. Je participe avec Simon à ce projet sur la collaboration interprofessionnelle. Autre exemple, avec des CO du secondaire et du collégial, dont Simon et d'autres collègues faisaient partie, on étudiait les transitions entre le secondaire et le collégial, donc les transitions vers l'enseignement supérieur. Et on le fait selon une méthode qui est le co-développement professionnel. Donc, les CO venaient discuter avec nous des problématiques qu'ils avaient dans leur pratique. Donc, c'est un bel exemple de recherche collaborative. Donc, quand on était ensemble, on était en interaction avec les CO pour les aider et ils s'entraidaient entre eux. Et nous, après, c'est des données de recherche qu'on analyse, donc des verbatims de toutes ces discussions et qui servent ensuite à la recherche. Donc, ça montre bien les deux côtés. Là, ça a une résonance différente pour l'un et l'autre, mais ça a des retombées positives pour l'une et l'autre partie. Oui, puis je vous félicite sincèrement pour cette audace que vous avez justement de donner cette lignée-là au CREVAT, parce que je pense que c'est une super bonne idée. Ça peut sortir aussi les chercheurs de l'isolement. Ça peut en même temps donner le goût à la recherche à des gens qui sont dans le milieu de la pratique. Puis ça peut juste faire rayonner aussi l'orientation. Tout à fait. Et dans le fond, toi, quand tu as décidé de devenir conseillère d'orientation, c'est quoi ton petit parcours, Franck? Ah, mon Dieu, mon parcours. Ton petit ou ton grand, je dis petit, je ne sais pas pourquoi je le qualifie de petit, mais en tout cas. J'ai eu un parcours relativement linéaire, sauf une interruption d'études au cégep. Oui, j'ai fait bac maîtrise doctorat en orientation ici à l'Université Laval. Dès que je suis arrivée à la maîtrise, j'ai su que c'était la recherche là, vraiment qui m'intéressait. J'ai eu une pratique en tout début de carrière à l'enseignement des adultes au collégial, mais je savais que c'était davantage la recherche qui m'intéressait. Donc, j'ai continué dans cette voie-là et j'ai travaillé comme agente de recherche avant de devenir prof à l'université au Conseil supérieur de l'éducation. Donc, on faisait de la recherche sur tout ce qui touche l'éducation et j'ai travaillé particulièrement à l'enseignement universitaire. Donc, et là, tu t'occupes notamment des cours de groupe du programme en orientation. Donc, oui, de l'intervention éducative en groupe. Je suis professeure responsable et j'ai aussi, dans le passé, là, encadré des stagiaires. Voilà. Et principalement dans le milieu scolaire parce que Ton secteur de prédilection? Oui, j'ai été toute ma vie dans le secteur de l'éducation. Est-ce que tu es comme nous, une forte défendresse de l'orientation? Oui, écoutez, dans le fond, l'orientation, c'est un élément de base dans la vie. Ça traverse les préoccupations des jeunes enfants, des adolescents, mais aussi des personnes qui sont dans leur carrière et qui, pour toutes sortes de raisons, peuvent vouloir faire des reconversions. Donc, c'est omniprésent. Et ça donne un beau terrain de jeu pour faire de la recherche, tout ça. Tout à fait. Alors, il y a des événements qui s'en viennent, je crois, au niveau du CREVAT. Je sais que plus tard, au mois de mars, c'est le symposium. Y a-t-il quelque chose avant aussi? En fait, avant, c'est l'appel à contribution. Donc, si vous êtes étudiant, le thème cette année, c'est notre 13e symposium, c'est la 13e année. Yeah. C'est l'inclusion en éducation et au travail. L'inclusion, par opposition à l'exclusion, c'est comment on fait en éducation pour intégrer des étudiants en situation de handicap émergent, des étudiants qui sont, par exemple, de la première génération à fréquenter l'université. Même chose pour le travail. Donc, toutes les questions qui peuvent toucher les immigrants, les réfugiés, les handicapés. On s'entend que vous vous êtes inspiré aussi de l'actualité. Présentement, il y a beaucoup d'investissements pour intégrer les clientèles minoritaires. Tout à fait. Donc, si vos travaux de recherche en éducation ou au travail portent sur cette thématique de l'inclusion et que vous êtes étudiant et que vous avez fait un travail de recherche ou que vous êtes en train d'en faire un, que ce soit parfois
même des étudiants au premier cycle qui viennent présenter des affiches. Donc, vous pouvez nous faire une proposition d'ici le 15 novembre. Peu importe l'état d'avancement du projet de recherche. C'est ça. Donc, vous venez discuter comme étudiant d'où vous êtes rendu dans votre recherche. Si vous avez déterminé la problématique, que vous avez fait votre recension d'écrit et que là, vous êtes en train d'ébaucher votre méthode, bien, c'est ce que vous présentez. Et si vous êtes plus avancé, que vous avez des résultats préliminaires à présenter, c'est un bel apprentissage de la communication scientifique, des conférences scientifiques. Et il y a c'est organisé par les étudiants, c'est très bien organisé et il y a des prix aussi des meilleures communications. Donc, c'est un beau symposium. Vraiment, c'est un symposium qui est riche et qui a un gros contenu aussi, là, une belle programmation habituellement à chaque année. Si on veut s'inscrire, justement, là, on écoute la radio puis on est un étudiant en recherche, est-ce qu'on peut se rendre à quelque part pour l'inscription? Oui, en fait, vous pouvez envoyer votre... en fait, si vous tapez CRIEVAT, c'est RIEVAT sur le web, vous allez arriver sur le site du CRIEVAT, où vous pouvez écrire directement à symposium.crivat@fse.ulaval.ca. Si ça te va, on va mettre cette adresse-là dans notre publication du vendredi sur Facebook. Donc, les gens à la maison, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, on va vous le partager avec plaisir. Et peut-être que, je ne sais pas si tu le savais, France, mais dans le fond, Bonheur et vice-versa s'associe cette année avec le Symposium et on va faire une émission spéciale en direct du Symposium. On est en train là, de planifier ça. Quelle bonne idée. Ça, oui. Ça va être un Bonheur et vice-versa spécial scientifique. Quelle bonne idée. Oui, ça va nous faire plaisir de participer avec vous. Alors, je te remercie pour ta présence et les compétences de radio sont remontées. Tu es là. Merci. Alors, merci beaucoup. Oui, à la prochaine et je vous souhaite bonne chance aussi avec cette nouvelle lancée là, du CRIEVAT. Alors, on continue en chanson pour ensuite se rendre avec une autre entrevue parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on est en entrevue avec Daniel Tremblay qui est CO au Centre d'aide de l'Université Laval, au Centre d'aide aux étudiants. On parle avec lui après la pause, mais là, je me rends compte que j'ai oublié de présenter ta chanson Bonheur, France. Oui, je l'attends, ma chanson. C'est un petit cadeau pour toi. Alors, cette chanson Bonheur-là, c'est une chanson de Peter Gabriel. Et pourquoi c'est ta chanson Bonheur? Salisbury Hill, c'est en fait c'est une chanson qui d'abord le rythme est très très joyeux, mais c'est aussi sur le détachement des choses. Donc ça centre sur le bonheur. Super. Alors c'est thématique à Bonheur et vice versa. On vous fait écouter ça puis on revient tout de suite après la pause musicale. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice, standing, stretching every nerve. No choice. I did not believe the information. Just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. And to keep in silence, I resigned. My friends would think I was a nut, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. My life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitals qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voix d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Longe tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là-bas! Ce mercredi 19h, vos remparts affrontent les Foreurs de Val-d'Or en direct du centre Air Québec. Ne manquez pas l'avant-match dès 18h30 en compagnie de Ray Cloutier. Remparts contre Foreurs, ce mercredi 19h seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Samedi et dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura 94.3 FM vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. Que comience la fiesta. Bonheur et vice-versa, complice de ton bonheur. Alors, chaque semaine, on est complice de votre bonheur à la maison. J'espère que vous avez autant aimé que nous la dernière publicité. Répète-le. Qui alors? Oh, yeah! En tout cas, ça nous met joyeux. Les petites pubs de Chiz, vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On est dans notre dernière demi-heure et aujourd'hui, on a eu l'idée de vous faire découvrir le centre d'aide aux étudiants. Peut-être qu'à la maison, vous auriez des besoins en psychologie, en orientation ou autres et vous n'avez pas les moyens, en fait, de vous payer ces services-là. Bien, l'Université Laval a plein de façons de le faire, dont le centre d'aide aux étudiants qui est un service et on en parle avec un CO de la place, Daniel Tremblay, dans quelques instants. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, notre deuxième invité bonheur de la semaine, Daniel Tremblay, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, aujourd'hui, c'est comme je pense que c'est une récurrence. On demande à tout le monde qui se présente. Vous êtes CO au Centre d'aide aux étudiants depuis longtemps ou? On est obligé de répondre. Ah! Si vous voulez. Ça fait au moins 35 ans. Un CO d'expérience. Voilà. Assez pour être l'oncle de Simon-Pierre. Ah oui, c'est vrai. Simon-Pierre, qui est l'un de nos collaborateurs spéciaux à l'émission, il nous dit « Hey, mon oncle va à l'émission, c'est donc bien drôle! » Ouais. Vous êtes toutes les deux CO. Voilà. Ouais. Et le Centre d'aide aux étudiants, c'est quoi? Voilà, c'est un regroupement de professionnels pour offrir un certain nombre de services. Oui. On a des services en plus d'orientation sur lesquels on va revenir, j'imagine, un peu plus tantôt. On a des services en psychologie qui touchent deux volets, l'aide personnelle et l'aide aux méthodes d'études et stratégies d'études comme telles. OK. Et on a le volet aussi d'aide et de soutien aux étudiants en situation de handicap. Ça, c'est des psychologues qui vont faire tous ces volets-là? Psychologues et conseillers d'orientation. OK. En psychologie, c'est des psychologues, c'est une nécessité. Oui. Pour les autres secteurs orientation, il faut être membre de l'Ordre des conseillers d'orientation. Évidemment. Et pour les étudiants en situation de handicap, l'un ou l'autre, on a aussi des gens qui ont une formation en travail social. Et au niveau des étudiants en situation de handicap, si je comprends bien, ceux qui ont des accommodations scolaires doivent passer par le centre d'aide aux étudiants.
Absolument, s'ils ont besoin d'accompagnement scolaire. Okay. Donc, il y a des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide ni de ressources aussi. S'ils ont besoin des fois de ressources humaines pour leur cours, comme une interprète pour une étudiante sourde, ils doivent passer par chez nous. J'imagine qu'il faut quand même avoir un billet du médecin, puis après ça, là, on peut être accepté dans cet accompagnement-là. Voilà, c'est-à-dire que le ministère exige que ce soit un diagnostic déclaré permanent. OK. Donc, on n'utilise pas les situations de handicap temporaires. On les retourne à la faculté qui les traite comme toutes les autres situations temporaires. Un accident, une maladie, un moment d'examen, etc. OK. Nous, ça nécessite d'avoir donc une attestation médicale ou qui peut être aussi neuropsychologique. Ou psychologique comme tel, mais déclaré permanent. Oui, puis je lisais dans un article qu'il y avait de plus en plus d'étudiants avec des besoins particuliers. Oui, ça a explosé. Ça a vraiment explosé. Vous avez de la job? Oui, il y a de la job. Ici, on a dépassé le 2500 personnes inscrites. Ah oui? Au niveau québécois, parce qu'il y a une association qui nous regroupe, on a dépassé les 15-20 000. C'est énorme, c'est énorme. Puis, à part ces services-là, là, on était plus dans le volet psychologie, handicap, orientation. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont offerts? On a un centre de documentation, mais qui est de moins en moins développé parce que tout se fait par Internet. Par Internet, oui. Il y a le réseau Sentinelle, qui est la formation du personnel de l'Université Laval pour aider au dépistage de gens en situation de détresse psychologique. Et on s'en va pour offrir ça aussi pour les étudiants. Un projet qui va s'appeler Luciole. Oui, on en a parlé à notre émission la semaine passée. Donc, on est impliqué là-dedans aussi pour que ce soit des étudiants qui puissent aussi faire la référence et l'écoute vers des ressources. Donc, un étudiant, je comprends bien, de l'université qui a certaines problématiques vient au centre, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Oui, il y a des listes d'attente, bien sûr. Il y a aussi des critères. Il faut que ce soit à l'intérieur de notre mandat comme tel. Donc, en psychologie, par exemple, pour des difficultés personnelles, on parle surtout d'événements qui se produisent pendant tes études. On ne parle pas que tu arrives avec une grosse problématique et qu'on doit, après ça, offrir un support. Je pense, par exemple, aux troubles de personnalité qui demandent souvent un investissement plus grand. Mais en général, on a un service de priorisation qui regarde dans quel contexte la personne est et qu'est-ce qu'elle a besoin. Et jamais personne ne repart sans qu'on lui ait offert quelque chose. Donc, ça va, bien sûr... Le référencement aussi. Voilà. Le référencement à l'extérieur, la consultation individuelle. Et on a aussi, par exemple, sur nos sites pleins de textes, on a des ateliers, des conférences, puis on a des groupes aussi sur des points très précis, comme un groupe sur la régulation des émotions, un groupe sur l'anxiété sociale, des groupes sur le développement de la gestion du stress, etc., etc. C'est tous dispensés par des professionnels, soit de l'orientation ou de la psychologie. Voilà, c'est un peu ce qui nous distingue des cliniques en psychologie et en counseling, par exemple. C'est-à-dire que les gens chez nous ne sont pas des étudiants, mais on est des professionnels comme tels. Et vous parliez tantôt du réseau Sentinelle. En fond, si je comprends bien, c'est des services que le Centre d'aide aux étudiants offre aux employés de l'Université Laval? C'est ça, qui désirent volontairement s'inscrire et on leur donne une formation pour faire un léger dépistage et connaître les ressources vers qui les envoyer et quand c'est urgent, etc. autour de ça. Mais ils ne font pas d'intervention. Mais ça s'est répandu. Donc, ça va de l'employé de soutien aller jusqu'à des doyens qui affichent maintenant une épinglette comme de quoi ils sont membres du réseau Sentinelle. Donc, c'est le centre d'aide aux étudiants et aux employés, si je comprends bien. Non, dans le sens que ce n'est pas une aide qu'on donne aux employés. C'est une formation qu'on donne aux employés pour dépister des étudiants en situation de détresse. Pour qu'ils vous les envoient par la suite. Voilà, ou si c'est vraiment en crise, on a aussi une intervenante sociale qui aide des facultés dans les situations critiques, violence, menaces, crise d'anxiété et tout. Et là, on va intervenir avec eux et avec les ressources externes aussi. Est-ce qu'il y a des particularités à l'orientation dans un milieu universitaire? Oui, il y a tout le rythme des sessions. Une pression que vous devez ressentir. Voilà, et le rythme des dates limites aussi. Donc, on n'a pas toujours le temps de tout faire avant une date limite. Donc, il y a beaucoup cette particularité-là. Ici aussi, on est l'université où il y a de l'Est du Québec où il y a le plus de programmes. Donc, on reçoit beaucoup de gens des régions.
Donc, des difficultés d'adaptation, des doutes par rapport à leur choix. Bref, au niveau universitaire, il y a ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quand même une clientèle luxueuse, je dirais. Dans le sens, c'est une belle clientèle, des gens qui sont capables d'introspection, des gens qui ont du choix, c'est déjà beaucoup. Quand on travaille dans d'autres milieux, on part de plus loin, c'est d'autres méthodes, etc. Donc, ça rend le travail très stimulant. Oui, puis j'imagine que c'est stimulant, mais aussi challengeant, parce que c'est sûr qu'avec une personne avec je veux dire, le niveau universitaire, les capacités d'introspection, pour le professionnel, ça peut devenir challengeant. Oui. Oui, hein? Vous recevez des gens qui en savent plus sur leur domaine que vous, hein? Maîtrise, doctorat. Et là, les préjugés sur les conseils d'orientation, en plus, embarquent par-dessus ça. On vit avec ça aussi. Il y a des attentes par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Certains ont eu de mauvaises expériences. Ça diminue beaucoup parce que je pense que c'est plus le prof d'éducation physique qui fait l'information scolaire et professionnelle. Oui, il y a encore aussi. du travail à faire. Oui, ça évolue. Il y a encore du travail à faire, mais ça commence, là. Donc, oui, c'est complexe. Moi, je trouve ça complexe, un processus d'orientation, surtout au niveau universitaire, mais à tous les niveaux aussi. Tu sais, on travaille avec des hypothèses de vie. Comment tu peux être sûr? Tu sais, comment tu peux être sûr? On peut pas vraiment être sûr, je pense. Voilà. Puis deux, on pourrait mener 15 vies différentes. Je suis sûr de ça. En effet, moi, j'aimerais ça en avoir 15, on dirait. J'aimerais ça en avoir 15. J'ai pas le temps de tout faire. Non, on n'aura pas tout le temps de tout faire. Ça, donc, il y a aussi des renoncements à faire dans le processus. Surtout rendu à cette étape-là, on a de moins en moins de temps. Ça s'avance. Là, on veut s'embarquer dans d'autres obligations. On a hâte de changer de rythme de vie. On a hâte de... Bref, il y a... C'est complexe. Est-ce que vous travaillez des fois en multidisciplinarité avec les psychologues et les autres membres? Là, Oui, aussi avec les gens en situation de handicap, les conseillers aux étudiants en situation de handicap, comme tel. Ça fait aussi partie de nos actes réservés, en passant. Tu sais, on est les seuls en orientation à pouvoir faire de l'orientation avec des gens qui ont un diagnostic psychologique attitré, là, officiel comme tel. Donc, personne d'autre peut... Et donc, il faut tenir compte de ça aussi, les particularités de la déficience ou de la personne comme telle, pour les aider à évaluer comment eux, ils voient ça, comment eux pensent gérer ces situations-là, même si à prime abord, on peut avoir le réflexe de penser que c'est inapproprié comme tel, d'avoir telle déficience et d'envisager tel projet. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, c'est pas si évident que ça. En effet, moi, je travaille à la Croisée, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc, je travaille aussi avec cette clientèle-là, mais c'est intéressant qu'il y ait aussi des services dans les milieux parce que nous, ça déborde complètement. Donc, il faut qu'il y ait des services aussi quand c'est possible là, dans les milieux. Puis, Daniel, dans le fond, M. Tremblay, vous... je peux dire Daniel? Oui. Bon, Daniel. Alors, vous, au Centre d'aide aux étudiants, vous faites de l'individuel, du groupe... On fait surtout de l'individuel comme tel. On n'a pas eu beaucoup de succès avec nos offres en groupe, en orientation. OK. On a beaucoup de succès dans les autres secteurs pour le groupe. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi en orientation, c'est moins populaire? C'est difficile. Mais ça parle peut-être un peu de nous aussi. Hein? C'est jamais juste la faute des autres autour de ça. Donc, on a quand même un certain penchant pour l'individuel. Mais on a quand même investi du temps et il se présentait 2 personnes, 3 personnes. Donc, on offrait quelque chose. On l'a transformé en webinaire, là, quelque chose sur la connaissance de soi. On offre un nouvel atelier là, sur... prendre une décision selon le modèle ACT, donc la thérapie de l'engagement comme telle, qui est populaire. Donc, on a développé une intervention qui s'en inspire, la matrice et tout, et donc qui peut être assez intéressante aussi. Est-ce que c'est les ateliers Corsa? Pardon? Est-ce que c'est les ateliers Corsa, le projet dont vous parlez? Non. Okay. Quoi qu'on a déjà été reliés, pas reliés, on a beaucoup de gens qui se sont formés à la pleine conscience. On donne des choses de méditation complètes avec la méditation. Et ils ont côtoyé les gens de Corsa comme tel. On a fait de la recherche un peu avec eux aussi. On en fait une, là, je crois, autour de l'impact de la pleine conscience sur certaines problématiques qu'on rencontre. Là. Tu travailles aussi avec la CT, Marianne, je crois. Hein? Oui, puis en fait, il faut dire l'acte. Oui, c'est l'acte, avec la matrice. Là. Donc, en orientation, c'est un outil de plus en plus utilisé que je conseille à tous. Là. Si jamais vous avez jamais entendu parler de l'acte, je vous invite à vous informer. Oui, sur Google, vous marquez acte et vous allez sûrement vous rendre directement sur le site officiel là, des formations au Québec. Vraiment intéressant. Et si les étudiants qui nous écoutent à la maison se disent
Ah, ben là, moi, j'ai besoin de soutien. Il y a la liste d'attente présentement. Est-ce qu'on peut en avoir un petit cue? Ou... Elle est variable, mais là, on est rendu à la fin novembre pour les rendez-vous, comme tel. Il va y avoir un autre boom après la semaine de relâche. Sûrement, hein? Quand les notes vont sortir. Et que soit qu'un projet est compromis ou que ce soit parce qu'on ne réussira pas ou on le faisait pour augmenter ses notes. Donc, on va avoir une grosse demande comme telle, mais on répond à tout le monde quand même. On finit par répondre à tout le monde. Au besoin, on les rappelle pour voir un peu l'urgence, voir si on a du temps, si on peut reporter des choses un peu là-dedans. Mais on essaie de limiter les temps d'attente, mais en général, on arrive à le voir dans 2-3 semaines, en général. Puis c'est ça, mais il y a aussi le phénomène que les jeunes, souvent, n'importe qui, les étudiants, les jeunes, même moi, ça peut m'arriver, on est un peu à minuit moins quart. On arrive avec notre demande, puis c'est comme maintenant qu'il faut avoir la réponse. Là. Voilà. Auriez-vous un conseil pour ces personnes-là, pour les jeunes en général? Difficile à dire. Dans ces processus-là, comme là, ils vont avoir le premier gros feedback, probablement, suite à des examens de mi-session. Donc ça, déjà, c'est une nouvelle information qui rentre pour eux là-dedans. C'est sûr que peu ils y prennent tôt, mais en même temps, c'est un peu notre défi. Moi, je pense qu'en orientation, il faut attraper les gens au bon moment. Parce que tu peux facilement te dire « je le ferai une autre fois ». En psychologie, tu souffres. Et ça continue à souffrir si tu t'en occupes pas. En effet. En orientation, tu peux geler ça. Tu peux mettre ça sur la tablette, puis hop, ça va revenir et tout. Et donc, quand la personne fait l'effort de demander un rendez-vous, de remplir quelque chose en orientation, il faut essayer de l'attraper le plus vite possible. En effet, parce qu'il y a le petit pas qui est fait. Puis, voilà. Pour les aider à ce moment-là. Puis si on veut des services, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Où on se rend? Tout se fait en ligne. Hein? Les formulaires se remplissent en ligne, peu importe le secteur comme tel. Et on a des réponses assez rapidement. Pour ce qui est du secteur psychologie, il y a souvent des gens qui vont rappeler rapidement pour voir qu'est-ce qu'il y en est et évaluer avec eux la priorisation. Et en orientation, on va confirmer dès que possible. Super. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site du centre, du centre aux étudiants de l'Université Laval. Et de toute façon, on va mettre les informations sur notre publication Facebook ce vendredi. Oui, c'est aide.ulaval.ca. Exactement. Bref. Alors, c'est pas compliqué. De toute façon, si on clique Centre d'aide aux étudiants sur Google, ça va sortir aussi. Tout de suite. Alors, on vous remercie, M. Tremblay, pour votre visite et avoir accepté. Merci. Et bonne chance dans le rush qui s'en vient bientôt. Merci. On va vous envoyer des bonnes ondes. Votre travail est important. Alors, maintenant, on va vous parler de quelques petites nouvelles en vrac à Bonheur et vice-versa. L'instant vice-versa. Coup de cœur, actualité, découverte, inspiration et vice-versa. Alors, cette semaine, les filles, j'ai décidé de sortir des petites nouvelles qui avaient retenu mon attention plus sur le monde, en fait, du campus ici sur l'Université Laval. Mais la première nouvelle, je voulais vous parler du profil sur mon portail. C'est fait? Oui, c'est ça, exactement. Ça a été discuté par notre collègue, excusez-moi. Monsieur Jean Poirier, là, qui nous en a parlé juste un petit peu plus tôt. Exactement. Donc, on laisse ça de côté, mais maintenant, je décide de vous parler d'une formation qui est obligatoire. Je ne sais pas si tu as vu, Jen, mais sur mon portail, on a une nouvelle formation obligatoire à faire. Oui, je l'ai vu, je ne l'ai pas faite encore. Moi non plus. C'est quoi cette formation-là? Mais en fait, c'est une formation sur la prévention des violences à caractère sexuel dans notre communauté universitaire. Donc, il y a une formation. Okay. Ils ont comme créé un genre de cours qu'on peut aller faire, qu'ils l'ont mis sur notre portail et ils invitent très fortement les étudiants à aller faire cette formation-là. C'est pour prévenir les violences à caractère sexuel. Puis, c'est un moyen que l'Université Laval a pris. Oui, moi, je l'ai fait. Oui. C'est super bien fait. Il s'agit de vignettes. Hein. On vous présente 3 vignettes des situations et on vous pose quelques questions après là-dessus et c'est vraiment très formateur. Oui, mais on s'est indiqué que dans le fond, ça durait 45 minutes. Fait que c'est pas long. Moi, quand j'ai vu un cours à faire, wow, j'ai stressé un petit peu parce qu'on n'a pas le temps. Ben oui. Je suis sûr que tu t'es dit la même chose. À peu près. Mais je pense que ça peut vraiment être intéressant pour notre pratique en orientation. Puis aussi, ben c'est sûr et
certain que c'est quand même un sujet de l'heure. Puis, important. Oui, puis on peut pas se cacher qu'il y a beaucoup d'agressions comme ça. Là. Puis en même temps, bien, ça rentre dans la lignée de l'harcèlement psychologique aussi et tout ça qu'on a traité à l'émission dernièrement. Fait qu'on vous invite à aller à la maison, si vous êtes étudiant, sur mon portail, à aller jeter un coup d'œil. Puis on invite les étudiants à le faire, dans le fond, cette session-ci, quand vous pourrez. C'est une campagne qui est en lien avec la direction des services aux étudiants. Et comme M. Tremblay le disait, c'est 3 vignettes avec des situations qui mettent en parallèle, exemple, quelqu'un de l'Université Laval, un étudiant, il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire dans ces situations-là? Donc, on vous invite à le faire. Et je vous parle maintenant de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est notre grande émission spéciale. Fait que tout le monde sera en studio et on va fêter pour la semaine de l'orientation 2019. Alors, pour l'occasion, je vais co-animer avec Annie et on va avoir une co-animatrice spéciale. Josée Landry qui sera avec nous la semaine prochaine. Alors, la présidente de l'OCCEQ, de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, va être co-animatrice avec nous durant 1h30. Elle a de la polyvalence. Ça va bien aller. On est chanceux de l'avoir. Vraiment. Alors, elle va venir co-animer l'émission avec nous. La semaine de l'orientation québécoise, ça se passe du 4 au 8 novembre 2019 et cette année, la thématique, c'est ses choix, mon soutien, son avenir. Ici, on parle, dans le fond, de l'adolescent et on essaye, en fait, de donner des outils aux parents. C'est génial. Le slogan, je l'aime vraiment beaucoup. Moi aussi. Ouais. Je te dirais que quand j'ai vu que la semaine de l'orientation, parce qu'elle a été absente l'année passée, là, elle est de retour pour une 14e édition, ce que j'ai eu peur un peu, moi, c'est qu'on mette beaucoup de l'avant le milieu scolaire et qu'on encourage un peu le mythe qu'on pense que les CO sont seulement dans le milieu scolaire. Moi, je vous avoue que ça a été ma surprise au début, mais finalement, je me suis rendu compte que quand tu te rends sur le site de Espace Parents, ils parlent du conseil d'orientation dans tous les secteurs, ils prennent le temps de le nommer, tout ça. C'est juste la thématique de cette année qui est en effet très intéressante parce qu'on va interpeller les parents puis on va leur donner des trucs pour être un soutien supplémentaire. Donc, ça va aider aussi les CO dans leur accompagnement avec les ados. Oui, le rôle des parents est important et délicat. Oui, puis il paraît que moi, j'ai jamais travaillé dans un milieu scolaire, mais que on a à la fois, des fois, à intervenir avec le parent et l'adolescent. Ça, c'est pas rare. Non, c'est pas rare. Ça a tellement changé, les formations, tout ça. Fait que c'est difficile, pour un parent de s'y retrouver. Et il y a aussi encore beaucoup de préjugés par rapport aux professions, tout ça qu'il faut démêler. Exactement. Puis dans le fond, dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation, toute la semaine prochaine, il va y avoir des conférences un peu partout au Québec. Dans le fond, c'est des conseillers d'orientation qui s'inscrivent à la programmation et souvent dans leur milieu de travail, ils vont donner en fait une conférence pour faire découvrir le monde de l'orientation et leur travail. Et nous, on s'est inclus dans la programmation avec notre émission spéciale. Donc, on aura Guillaume Lamontagne qui vient parler de l'entrepreneuriat avec les jeunes et l'impact dans leur choix d'orientation. Par la suite, on va avoir Catherine Rattel qui est une professeure-chercheur à l'Université Laval qui base ses travaux de recherche sur la relation parent-enfant. Et on vous fera découvrir aussi avec des petites capsules des choses que vous ne connaissez pas sur le monde de l'orientation. Donc, ça va être une très belle émission. Puis tout le monde va être en studio. Oui, je suis contente d'être là, moi aussi. Je pense qu'on pourrait peut-être se mener une petite coupe de champagne. Vu qu'on va tout ensemble puis on va fêter. Ben oui, bonne idée. Ou un petit mou de pomme. Parce que je pense pas qu'on va accepter quand on amène de l'alcool en studio. C'est ça, un mou de pomme, ça va être très bon. Juste pour qu'on soit festif. À la maison, on vous invite à être festif avec nous cette journée-là. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site www.espaceparent.org pour avoir des informations sur la semaine. Puis sinon, vous pouvez aussi aller sur le site orientation.qc.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Et comme toujours, sur Facebook, maintenant, l'OCCEQ a une page, donc c'est facile de les suivre. Les filles, c'est déjà la fin de l'émission de Bonheur et vice-versa. Ça passe vite! Merci! C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa.
Alors, chaque semaine, j'ai beaucoup de plaisir avec mes équipes d'animation. Marianne, Jennifer, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous deux également et à nos invités qui sont venus de qualité encore une fois cette semaine. Puis c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir d'être ici. Et ça passe vite. Et aujourd'hui, il y avait de l'action en studio. J'ai chaud. Je pense que la journée, après une émission de radio, 1h30, je sais pas pour vous, là, mais on dirait qu'on est à la fois énergisé puis à la fois complètement vidé parce qu'on se donne beaucoup pour cette émission-là aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. On espère que vous appréciez tout le travail qu'on fait derrière pour vous offrir un show de qualité. Aujourd'hui, on remercie Jean Poirier du SPLA qui était de passage pour venir nous parler du projet professionnel. France Picard qui nous parlait du Crivate et on remercie Monsieur Tremblay qui était CO au Centre d'aide aux étudiants. Alors, on vous rappelle aussi que Bonheur et vice-versa est diffusé le mercredi à Chiz 94.3. Où est-il diffusé le jeudi, Jen? Le jeudi, c'est à CFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. De 9h à 10h30, donc on est en rediffusion. Sinon, on peut écouter l'émission en balado-diffusion en tout temps. Oui, puis moi, je viens d'apprendre en plus qu'on peut l'écouter segment par segment. Ben oui, on peut l'écouter segment par segment. Dans le fond, si vous vous rendez sur le site de Chiz, au www.chiz.ca, vous cliquez droit sur l'émission, elle va s'enregistrer dans votre ordi, puis après ça, vous pouvez avancer les bouts que ça vous tente moins d'écouter. Mais ils sont tous intéressants, fait avancez rien surtout. Non, c'est ça. Les reculer pour les réécouter, en fait. Exactement, c'est ça. Parce que c'est un petit peu un running gag avec toi, Marianne, la technologie. C'est pas facile. Non, c'est pas pour ça qu'on m'aime. Alors, voilà, vous pouvez vous rendre sur le site de Chiz pour écouter l'émission Bonheur et vice-versa. Et je pense qu'il l'a aussi sur iTunes. On est big, là. On est big, on est sur iTunes. Donc, si vous rendez sur iTunes dans les balados-diffusions de Chiz ou quelque chose de même, on vous laisse à la maison le trouver. Puis si vous le trouvez, écrivez-nous pour nous dire comment faire. Parce que moi, j'ai cherché, mais il paraît que ça se fait. OK. Ouais, c'est justement ton filleul, monsieur Simon-Pierre Tremblay, qui m'a dit que ça marchait sur iTunes. Fait qu'on vous lance l'idée à la maison. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine, les filles. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine! Bonne semaine! Bye-bye! I'm talking